Salut amis charpentiers et amoureux du bois. Alors aujourd'hui on va voir comment dessiner une ferme latine. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente sur les notions de pente et de vocabulaire, je vous invite à aller y voir si vous n'avez pas trop d'expérience pour le dessin de charpente. Sinon les autres, eh bien c'est parti. Alors qu'est-ce qu'une ferme latine? Eh bien c'est une structure en bois triangulaire, c'est-à-dire indéformable, qui est constituée de plusieurs pièces de bois. Alors il y en a une en exemple ici, alors avec un poinçon, c'est la pièce verticale ici, un entrée ici, deux arbalétriers et deux contrefiches. Ça c'est vraiment la ferme classique, la ferme latine, hein, la plus simple, qu'on trouve le plus régulièrement en charpente de nos jours. Il y a plein de types de fermes différentes. On va déjà voir comment dessiner celle-ci. Après, les techniques sont relativement les mêmes. En tout cas, la logique est la même. Avant de commencer à dessiner une ferme, il nous faut différentes cotes pour pouvoir la dessiner. Il va nous falloir la pente, bien évidemment, et les cotes qui sont ici. Alors, les cotes qui sont ici correspondent à la saillie de toiture, s'il y en a une. Bien évidemment, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de cote de saillie de toiture, mais là, la saillie de toiture est de 50 cm. L'épaisseur de nos murs, ou de nos poteaux, hein, si c'est sur poteau, ça peut très bien fonctionner pareil. Donc là, j'ai mis 20 cm. Et la cote entre murs ou entre poteaux, qui est ici, qui correspond en fait à la portée de l'entrée. L'entrée, je vous rappelle, c'est la pièce qui est ici. Sa portée, en fait, c'est la partie de bois qui se trouve dans le vide. Donc d'appui à appui. Donc ici, on a 2,60 m. Donc une fois qu'on a toutes ces cotes, eh bien, on va pouvoir commencer à dessiner notre ferme. Alors pour ça, on commence par dessiner en fait notre ligne de trave. Hop. La ligne de trave, on la place à l'horizontale. On fait la longueur qu'on veut au départ. Et à partir de là, on va répertorier nos différents points, c'est-à-dire l'extrémité de la saillie de toiture, extérieur mur, intérieur mur, l'axe, etc. Alors, c'est parti. Je vais prendre un premier point au hasard. Et ensuite, je vais mettre ma saillie de 50. Mon mur de 20. Entre murs, je vais mettre 2,50 m. Là, le mur, 20, et ici, 50. Et il faut que je rajoute l'axe ici. Donc j'ai mis 2,50 m, ça fait 1,25 m. Là. À partir de là, tout ce que je dois prendre, c'est additionner cette cote avec celle-ci et la moitié de celle-ci. C'est-à-dire pour avoir la longueur de ce point, de point de l'axe, jusqu'au bout, c'est-à-dire la ligne d'égout ou la ligne d'eau. Donc, dans mon cas, je vais avoir 1,25 m plus 20 plus 50, ce qui me fait 2 mètres. Donc, ma distance de l'axe à la ligne d'eau, c'est 2 mètres. Eh bien, comme vu précédemment dans la vidéo sur la notion de pente, il me suffit de prendre la base, qui est de 2 mètres, multiplié par la pente en mètre par mètre, c'est-à-dire 0,72, puisque je reprends la même pente, ça me donne 1,44 m de hauteur. Donc là, je peux tracer mon axe pour monter à 1,44 m. Ceci me donne le point de couronnement ici, le point le plus haut, celui-ci, qui me permet dès lors de tracer en fait le latis, le dessus du chevron, de la ligne d'eau au point de couronnement. D'un côté et de l'autre. Alors là, je dessine les deux côtés, mais si c'est symétrique, vous pouvez très bien dessiner qu'un seul côté, c'est-à-dire une demi-ferme, et faire une symétrie de l'autre côté, hein, ça fonctionne aussi. Ensuite, lorsqu'on a dessiner ça,
le dessus du chevron, on va tracer les retombées des pièces. Alors lorsque je parle de retombées de la pièce, en général en charpente, une pièce est rectangulaire. Donc il y a le champ ici, le côté, ça vient du latin, hein, canthus, donc le côté, et la face ici qui correspond à la retombée de la pièce. Mécaniquement parlant, en charpente, en général, on pose toujours les pièces sur le champ puisqu'elles sont plus résistantes mécaniquement. Par conséquent, la retombée, en fait, c'est la distance de là à là. Lorsque je parle par exemple d'un chevron 6 par 10, c'est 6 cm par 10 cm. Donc on va voir 10 cm sur ma ferme. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais une parallèle au lati, 10 cm plus bas. Et ici, pareil, 10 cm. Une fois qu'on a posé ça, donc là il y a la chambrée de chevron, hein, c'est l'espace occupé par la pièce de bois sur ma ferme. Je vais tracer également la chambrée de panne, toujours la même logique. Imaginons que j'ai une panne de 20 cm de retombée, je vais partir d'ici puisque le dessous du chevron correspond au dessus de la panne. Dessous du chevron correspond au dessus de la panne. Je vais mettre 20 cm et tracer une parallèle. Donc c'est ce qu'on va faire ici. 20 cm. 20 cm. Donc là, ici en bleu, entre le bleu et le rouge, c'est la chambrée de panne. Je vais également tracer l'arbre à l'étrier, toujours pareil. Imaginons qu'on ait une pièce de 23 cm de retombée. Je vais tracer une parallèle, 23 cm plus bas. Et pareil ici. Donc là, j'ai la chambrée d'arbre à l'étrier, chambrée de panne, chambrée de chevron. On progresse, c'est bien. Alors, j'ai mes points de mur ici. Il ne faut pas hésiter à les prolonger puisque pour l'instant, on ne sait pas à quelle hauteur va se trouver l'entrée. Donc, on trace un mur. Je vais le prolonger un petit peu vers le bas. Couper, couper, rallonger. Voilà. Et ensuite, je vais tracer les autres. Là. Donc là, on a nos murs. Pour pouvoir placer l'entrée, il va falloir d'abord placer la panne sablière qui se trouve ici. Alors on peut la mettre soit à fleur du mur extérieur ou du poteau, on peut la mettre en retrait. C'est vous qui allez décider en fait de la position de la panne sablière ici. Panne sablière, celle qui est en bas de pente. Ici, elle est à fleur extérieure mur. Moi, je vais la tracer un petit peu en retrait. Tout simplement parce qu'en général, lorsqu'elles sont en maçonnerie, on doit laisser de toute façon de la maçonnerie derrière la sablière. On pourrait très bien la mettre également intérieur mur, ici. Tout dépend en fait de la conception que vous avez prévue. Là, après, ça modifie uniquement en fait la hauteur à laquelle va se trouver l'entrée sur votre charpente. C'est tout. Alors, par exemple, si je prends ici, je vais tracer, on va dire que je mets la face extérieure de ma panne en retrait de 5 cm. Donc je trace une parallèle à 5, ici. Je vais dire que ma panne fait 10 cm d'épaisseur, donc je trace une parallèle à 10, là. Donc ma panne va se situer entre ce trait et ce trait. Ensuite, pour la hauteur, tout dépend de comment vous voulez faire. Soit ici, il n'y a pas de désabout d'arbre à l'étrier. Vous pouvez très bien faire un désabout et venir coller votre arbre à l'étrier contre. Tout dépend ce que vous voulez. Donc, c'est la joie de la charpente, c'est qu'on est assez libre au niveau de la conception. Donc, on peut tracer comme on veut. Alors, par exemple, moi, je vais la tracer sans désabout pour l'instant. Ici, donc ça c'est le dessous de ma panne sablière. Ma panne fait 20 cm de retombée, donc je vais tracer une parallèle à 20 ici, ce qui me permet d'obtenir ici le délardement. Ça c'est la partie ici en triangulaire, c'est la partie de bois qui va partir, qu'on va ôter pour obtenir le délardement ici. Alors c'est pareil, un délardement n'est pas obligatoire, on peut très bien garder la panne sablière entière et faire une entaille sur le chevron, pardon,
Cette entaille, on l'appelle un pas de chevron. Ici, je vous montre qu'on peut obtenir le délar assez facilement. L'angle pour la circulaire, eh bien, c'est l'intersection de cette ligne avec celle-ci pour régler la fosse équerre ou, comme on l'appelle, la sauterelle. Donc ça permet d'avoir l'angle de délardement ici. Alors, je vais mettre un petit peu en évidence tout ça pour que ce soit un peu plus clair. Hop. Bien sûr. Hop. Donc je vais mettre ça en évidence pour que ce soit plus clair. Là. J'aime bien mettre des cernes pour le bois en extrémité. On n'est pas obligé, on peut très bien faire une croix. Je ferai une croix par exemple pour la panne intermédiaire pour vous montrer qu'on peut le dessiner comme ça. Donc là, j'ai positionné ma panne sablière. Bah, à partir de là, à ce moment-là, je peux très bien dire ma panne sablière repose sur mon entrée. Parce que par exemple, si on a un mur en pierre de taille, c'est pas toujours évident d'avoir un mur parfaitement de niveau ou droit. Alors c'est parfois plus simple d'avoir l'entrée légèrement plus haut que le mur pour pouvoir poser les pannes sablières dessus. Comme ça, on est sûr d'avoir un toit de niveau. Donc, moi, c'est comme ça que je procède. Après, c'est toujours pareil, on peut modifier à sa guise. Je vais donc tracer le dessus de mon entrée, donc deux niveaux, à venir ici. Donc si ici en bleu c'est le dessus de mon entrée, j'ai juste à faire une parallèle. Par exemple, mon entrée peut très bien faire 24 ou 25 de retombée. Voilà, 25 de retombée. Donc en bleu, j'ai mon entrée, arbalétrier, panne, chevron. Je peux maintenant tracer mon poinçon. Imaginons que j'ai un poinçon de 20 par 20, donc ça fait 10 de chaque côté de l'axe. Voilà. Je vais pouvoir positionner ma panne faîtière. Alors pour la panne faîtière, c'est toujours pareil, on la met à l'axe pour pouvoir obtenir au moins le tracé de la gargouille. Alors la gargouille, c'est un enfourchement, c'est ceci, qui permet de maintenir la panne faîtière en place. On verra, il y a différents types d'assemblage pour la panne faîtière aussi. Le plus classique, c'est un enfourchement avec gargouille lisse. Alors, c'est parti. On va tracer une parallèle ici, à l'axe, mais de la section de la panne. Donc 5 cm de chaque côté, puisqu'elle fait 10. Et 10. Ensuite, eh bien, vous pouvez reprendre le même délardement, si vous voulez, que sur la panne sablière. C'est-à-dire qu'on a obtenu 4,2 cm, sachant qu'un minimum de 3 est quasi exigé pour qu'il y ait un minimum de support de bois pour la fixation du chevron. Donc on s'arrange toujours pour qu'il y ait au moins 3 cm. Là j'ai 4,2, c'est large. Donc ici, j'ai bien une face de panne faîtière, une face de panne faîtière ici, pardon. Donc à partir de là, je peux tracer mon délardement de 4,2 cm. Là, je trace mon délard 0,42. Du coup, j'obtiens le dessus de ma panne faîtière ici, avec l'autre délard de l'autre côté. Donc on garde toujours un plat, hein, ça sert à rien de délarder complètement une panne faîtière. On maintient toujours un plat sur le dessus, parce que il n'y a aucune utilité à venir délarder jusqu'ici. Et puis là c'est plus pratique, parce que vu que c'est la même section de panne qu'ici, en fait c'est le même angle de coupe. Beaucoup plus pratique. Et une fois qu'on a le dessus ici, il suffit de tracer le dessous à 20 cm. Là. Donc, je vais venir jusque là. Et jusqu'à là.
Donc là j'ai ma panne fêtière, je vais vous la mettre en évidence. Ça sera plus simple. Là, j'ai ma panne fêtière de tracé. Ça avance pas trop mal. Ensuite, on peut placer la panne intermédiaire. Donc ça, c'est la panne fêtière, la panne sablière. La panne intermédiaire va être au milieu s'il n'y en a qu'une. En fait, tout dépend de la portée qu'il va y avoir entre les deux pannes. Sachant que la portée, ici, elle va démarrer d'ici, la portée du chevron, pour aller jusqu'ici, au haut du délard. Donc moi, dans mon cas, j'ai 1,63 m. Le nombre de pannes détermine en fait le nombre d'intervalles. Par exemple, si j'ai une panne intermédiaire, j'ai 2 intervalles. Donc je vais diviser cette cote par 2 pour une panne. Si j'ai 2 pannes, je vais avoir 3 intervalles, donc je divise cette cote par 3, etc. Là, je vais dessiner qu'une panne, hein, parce qu'à 1,63 m, déjà, c'est large. Donc, je prends mes 1,63 m, divisé par 2, ça fait 81,5. Donc là, je vais créer un point à 81,5. Donc je démarre ici. Là. Alors une fois que j'ai placé mon point d'axe ici, j'ai juste à tracer l'axe de la panne intermédiaire et de tracer sa face, donc 5 de chaque côté puisqu'elles font toujours 10. Là. Alors au lieu de dessiner des cernes, on peut très bien tracer juste une croix comme ceci pour montrer que c'est du bois par bout. C'est possible aussi, c'est pas un problème. Là, ça commence à prendre tournure. Alors, je peux très bien maintenant faire juste ma coupe d'extrémité du chevron. Alors moi, je vais faire une coupe à plomb, mais on pourrait très bien faire une coupe de niveau, une coupe d'équerre. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Pas un problème, ici, c'est une coupe à plomb. Là, donc le chevron ici. Et je vais raccourcir un peu mes bois ici. Par rapport à l'axe. Ici, l'arbalétrier va venir jusqu'à la face. Pareil de ce côté. On s'arrête à la face. Ça commence à ressembler un peu plus à quelque chose. Ici, pareil, on va couper par rapport au dessus de l'entrée. Alors sur une ferme, on dessine pas les assemblages non plus. C'est pas utile. À partir du moment où on sait quels assemblages on va utiliser, en général, on les trace uniquement une fois qu'on a repiqué nos pièces. Donc c'est une perte de temps de vouloir tracer ces pièces, ça sert à rien. Le mur, hop, non. Si je sélectionne là, ça c'est le mur. Il va s'arrêter au-dessus de chevron, parce qu'on fait les arasements entre les chevrons, s'il y en a, ou on met des closoirs, etc. Ici, là. Donc là, on a notre panne fêtière. Donc j'ai fait que la moitié, hein, c'est la même chose de l'autre côté. L'entrée, bien évidemment, je le raccourcis déjà, hop. On va le mettre pareil, on va le finir un petit peu en retrait. Intérieur mur, hop, comme ceci. On dessine l'extrémité de l'entrée, là. Parce que ça permet de laisser de la maçonnerie derrière aussi. La dernière pièce à positionner, c'est la contrefiche. Alors la contrefiche sert à soutenir l'arbalétrier là où descend la charge de la panne intermédiaire. Donc ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on prolonge la face de dessous
de la panne sur l'arbre électrier, pardon. Ici, sur le poinçon, on se laisse une marge d'à peu près au moins 5 cm au-dessus de l'entrée pour pouvoir faire l'assemblage ici. Par exemple, traditionnellement, tonneau mortaise. Et ensuite, ça nous permet d'avoir le point de départ du dessous de la contrefiche, ici. Et on trace une parallèle. Par exemple, si c'est une contrefiche de 10, on va mettre 10. Là, on a placé la contrefiche. Donc lui, on peut l'enlever. Lui, là. Et lui, on va le couper aussi ici. Donc vous voyez, là, on a tracé notre ferme. Alors, il faut faire la même chose de l'autre côté, mais c'est parfaitement symétrique. On a tout ce qu'il faut pour eh bien, avoir les informations et les cotes nécessaires. Parce que même si vous le faites sur papier, vous le faites au 10e, et puis vous avez juste à mesurer et reporter à l'échelle après sur vos pièces de bois. Sachant qu'il ne faut pas énormément de cotes pour tailler la ferme, on le verra lorsque je vous montrerai dans la vidéo comment tailler une ferme. Mais moi je prends 2 cotes pour démarrer. Donc c'est l'extrémité de l'arbre électrier à l'axe. Celle-ci, donc 1,30 m. Et puis je prends celle dessus en trait, donc à l'axe, pareil. Jusque, donc il y a le dessus de l'arbre électrier ici qui sera prolongé jusqu'à l'axe. Et je prendrai la cote ici. Par exemple, ça fait ça. Je prolonge jusqu'à l'axe. Voilà, c'est la cote qui est là. Là, 96. En fait, pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir la cote ici, pour pouvoir tracer le triangle de base ici avec mon arbre à l'étrier, mon poinçon, mon entrée, sachant que les deux sont d'équerre. J'ai un triangle rectangle, j'ai tout ce qu'il faut pour démarrer, pour repiquer mes points. Mais ça, on le verra lors du repiquage de la ferme. Voilà, bon, j'espère que ça a été assez clair. C'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais il y a beaucoup d'informations. J'espère que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires éventuellement. Et puis, eh bien, je continuerai avec différents types de fermes. Et puis, je vous ferai une démonstration aussi de repiquage de la ferme et de taille de ferme aussi. Parce que c'est pas le tout de la dessiner, mais il faut également la tailler. Mais bon, c'est à la portée de tout le monde. C'est juste de la logique, un peu de mathématiques et beaucoup de plaisir. Allez, bah merci encore à ceux qui regardent. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires si vous avez des commentaires à faire sur les vidéos. C'est avec grand plaisir que je les lis et que j'essaye d'y répondre au mieux que je peux. Allez, salut et à bientôt.